Dimanche 5 novembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Au 4e jour du placement sous mandat dépôt de Abbas Abdelaziz, le président de la désormais dissoute Association des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, le collectif des organisations de la société civile était ce matin face à la presse pour d'abord lui apporter, lui et ses deux autres camarades qui sont donc au niveau de la prison civile de Kolo, leur soutien, mais également revenir sur les circonstances de leur arrestation. Je vous propose de suivre le résumé de ce point de presse du collectif de la société civile avec nos reporters Khalid Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Le dimanche 29 octobre dernier, l'association Actis Niger a appelé à un meeting à la place Toumo. Une manifestation pour rejeter certaines mesures prévues dans le projet de loi des finances 2018. La manifestation pacifique qui s'est malheureusement dégénérée est transformée en heure entre manifestants et forces de l'ordre. Une semaine après, les organisations de la société civile qui ont soutenu Actis dans cette manifestation apportent ces précisions. Cette manifestation a dégénéré parce que les autorités ont voulu réprimer les manifestants. Nous avions à maintes fois organisé des manifestations qui n'ont jamais dégénéré. Vous vous rappelez de la grande manifestation du 21 qui continue à empêcher à certains de dormir. Il y a eu plus de monde que le 29 octobre, mais nous avons pu les contenir et on avait marché. Nous avions vu la violence avec laquelle certains ont manifesté. Nous avions même été agressés par des manifestants. Si ce sont des manifestants, si ce ne sont pas ceux-là qui veulent que ça dégénère et qui ont voulu que ça dégénère et qui ont fait intervenir les forces de défense et de sécurité, qui les ont fait infiltrer. Juste donc, aujourd'hui, le lundi, Abbas s'est vu arrêté et accusé d'attroupement armé, de vol, de complicité de vol. Ces structures de la société civile réaffirment leur soutien au président de l'association Actis Niger et ses camarades placés en mandat de dépôt à la prison civile de Kolo. C'est eux qui avaient peur de la prison pendant qu'eux pleuraient en prison, même à l'école de police, quand on les interpelle seulement. Nous sommes convaincus et déterminés. Et nous nous rappelons à tous ceux qui veulent l'entendre, cette loi des finances telle que telle ne passera pas. Nous ne sommes pas contre toute la loi. Mais nous disons que nous ne pouvons pas continuer à engraisser des gaillards pour voyager, à engraisser une classe politique qui ne travaille pas, à engraisser autant de ministres et de conseillers chargés de mission à la présidence. Ça, nous ne le ferons plus. Nous sommes plus que déterminés, même au prix de nos vies, et nous continuerons ce combat. Abbas est en prison par la volonté de certains individus. Nous savions bien qu'ils ont voulu élargir leur liste, qu'ils se sont fatigués à regarder des vidéos, qu'ils se sont fatigués à suivre des déclarations, qu'ils se sont fatigués à regarder des photos pour chercher d'autres camarades. Malheureusement pour eux, ce jour-là, Dieu n'était pas de leur côté. Ces responsables des organisations de la société civile appellent à une grande mobilisation de la population pour un éventuel mot d'ordre contre le projet de loi de finances 2018. Et pour parler justement davantage de la situation de Abbas Abdelaziz, le président de l'association des consommateurs de technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, une association, il faut le préciser, dissoute par arrêté du ministre de l'Intérieur, nous avons sur ce plateau, et comme chaque dimanche d'ailleurs, un invité. Il s'agit d'un des membres de ce collectif des organisations de la société civile du Niger. Il s'agit de M. Moussa Adamou. M. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, comme je le disais, membre de ce collectif des syndicats, des organisations plutôt de la société civile, mais également un collectif des syndicats du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, de l'Éducation aussi. Nous allons parler avec vous donc de la situation telle que ça a été évoqué ce matin au point de presse du collectif des organisations de la société civile de M. Abbas Abdelaziz. Alors, et la question serait, est-ce que aujourd'hui, 3 jours, vous avez des nouvelles de Abbas Abdelaziz, comment il se porte? Merci pour l'occasion que vous nous offrez pour parler du cas de notre camarade.
Et en ce qui le concerne, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il a le moral très haut et il se porte bien. Lui et les autres, ainsi que ses deux compagnons. Voilà. Alors, ce matin, donc, le point de presse, c'était pour rappeler la situation dans laquelle il est, mais surtout les conditions qui ont conduit à son arrestation, à savoir la manifestation du 29 octobre dernier. Une manifestation qui, au passage, il faut le rappeler, a été initiée pour protester contre certaines mesures fiscales qui sont contenues dans le projet de loi des finances qui est actuellement en examen à l'Assemblée. Puisque la manifestation s'est déroulée, elle n'a pas été interdite, il faut le préciser aussi, et il a été arrêté, certains autres de ses camarades, donc deux notamment. Maintenant, quelle va être, c'est la question que beaucoup se posent dans l'opinion, quelle va être la suite que vous allez donner, d'abord sur son cas, puisqu'il va passer devant le juge, peut-être la semaine prochaine déjà, mais aussi la suite de la lutte contre ces mesures fiscales que vous jugez antisociales contenues dans la loi des finances. Alors, merci. Et nous disons qu'il faut d'abord que l'opinion nationale et internationale comprenne le contexte dans lequel notre camarade Abbas a été arrêté à la suite d'une manifestation autorisée et que lui-même par la suite, compte tenu de certains tiraillements, parce que je rappelle que la ville de Niamey a autorisé la manifestation, même si elle n'avait pas à l'autoriser, parce que il a fait la déclaration conformément à la loi. Et ensuite, on dit que non, malgré l'autorisation, il faut changer d'itinéraire, compte tenu pour ne pas porter atteinte à l'ordre public. C'est ce qui a été prétexté. Nous disons que c'est juste un prétexte. Alors, il a écrit une deuxième correspondance pour protester. Et n'ayant pas eu de réponse, il s'est dit que l'itinéraire qui lui a été imposé même, il n'en veut plus, mais plutôt la manifestation va s'arrêter à un meeting. Juste un meeting. Il a informé tous ceux qu'il a invités, notamment toutes les organisations de la société civile qui se sont mobilisées pour le soutenir, tous les autres citoyens qui désiraient prendre part à la manifestation, et il a terminé par un point de presse pour informer le public que la marche ne tient plus, que c'est tout simplement les meetings. Oui, tout ça est peut-être connu. Maintenant, c'est juste ce que l'on veut savoir. Quelle est la suite qui va être donnée maintenant à ce mouvement? Parce que d'aucuns disent qu'avec ce qu'il y a eu déjà le 29, peut-être que l'élan va s'émousser. Je vous rappelle que beaucoup de nos camarades, à base doit être les 6e ou les 7e camarades qui a été interpellé dans ce genre de conditions. Mais est-ce que cela a émoussé notre détermination à nous battre pour la justice dans ces pays, à nous battre pour l'équité, à nous battre pour la démocratie? C'est loin de nous d'émousser notre mouvement. D'ailleurs, nous revenons de plus belle et nous allons user de tous les moyens que la loi nous offre pour nous faire entendre. Des actions sont déjà prévues? Des actions sont prévues et ces actions-là étaient déjà, je crois que ça là c'était juste une action anticipée, mais sinon il y avait un chronogramme d'activité et visant à dire que nous ne sommes pas d'accord sur certaines pratiques du gouvernement, nous ne sommes pas d'accord sur certaines décisions que le gouvernement prend, que nous estimons être impopulaires et qui ne favorisent pas l'expression de la liberté, qui ne favorisent pas la libre expression des citoyens. Alors, et ce chronogramme, on peut avoir une idée Non, le moment venu, vous allez le voir, nous allons l'officialiser parce que nous n'avons jamais rien fait quelque chose de caché, parce que notre objectif, c'est que c'est d'amener le gouvernement à changer de mode de gouvernance au regard des pratiques peu orthodoxes que nous observons ça et là. Qui est en cours. Alors donc, Moussa Adamou, je rappelle aussi que vous êtes membre, sinon même le président, d'un collectif des syndicats des agents des secteurs de la jeunesse, des sports, de la culture et de l'éducation, et qu'à ce titre, depuis quelque temps, vous organisez en tout cas des actions de communication pour parler de la situation, de la gestion de ce secteur, notamment le secteur de la jeunesse et des sports. Et vous indexez le ministre en charge de la jeunesse, Maman Kassou Mokhtar. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement, même si on va dire que c'est déjà connu puisque vous êtes passé plusieurs fois? Bien sûr, la situation au niveau du ministère de la jeunesse et des sports, disons tout simplement qu'elle est catastrophique. Parce que jamais dans l'histoire de ces ministères, depuis qu'il existe, et depuis 1979, nous n'avons jamais connu une telle situation
où les gens s'adonnent à un jeu dangereux, je dirais, parce que c'est une situation, aujourd'hui, les ministres actuels a créé une situation conflictuelle. Figurez-vous, ils commencent par déstructurer les ministères, parce qu'en réalité, nous ne sommes plus dans une administration au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est-à-dire que, voilà, un peu plus d'un an qu'il est là, jusqu'à présent, les différentes attributions n'ont pas été pourvues. Vous avez des divisions qui aujourd'hui, il n'a pas encore nommé les chefs de division. Il a nommé certains directeurs, certains ne l'ont pas encore été. Les DG, la même chose. Donc, tout se résume à son cabinet. Et je vous assure, même les affectations des agents qu'il est en train de faire pour placer les membres de son parti politique et de sa famille sont faites au niveau de son cabinet. On peut vous donner certains arrêtés qu'il a signés. La DRH n'a pas été impliquée, le secrétaire général n'a pas été impliqué. Donc, tous les ministères se résument à son cabinet. Donc, ça, c'est sur ce point-là. Oui. Malheureusement, ce qui est grave, c'est qu'il ne s'entend avec aucun acteur. Il commence par déstabiliser les fédérations. Nous l'avons dit plusieurs fois. Le cas de la lutte est illustratif. Vous voyez que dans quelques jours, nous allons au sabre national. Et on organise un sabre national avec des déclarations par-ci, par-là. Et ce n'est pas intéressant. Au niveau des syndicats, mais là, il sait que lui-même, il s'est trompé. Il ne pouvait pas y arriver. Il a voulu déstabiliser. Son intention était de déstabiliser les syndicats pour ne pas les gêner, ce qu'il n'a pas pu faire. Malheureusement, il a échoué dans cette entreprise. Et il commence maintenant par enlever tous les cadres. Je dis bien les cadres, il est en train de les enlever un à un et de les mettre, je dis bien, au garage. Au garage, c'est-à-dire qu'il vous remplace par quelqu'un qui est statutairement et techniquement incompétent et il vous laisse au carreau. Aujourd'hui, nous avons à peu près une quarantaine de nos camarades qui ne sont pas affectés, qui ne savent même pas de quel service ils relèvent. Est-ce que vous pouvez appeler ça une administration? Il prend des cours. Regardez au stade général Sénou-Kouché, par exemple, où il prend un chargé d'enseignement ou je ne sais pas, un professeur d'enseignement, peu importe comment il s'appelle, ils sont graves, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la production. Et quelqu'un qui n'est pas du domaine, que vous nommez à la direction technique, qui est communément appelée direction de l'exploitation du stade général Sénou-Kouché, qui est une direction technique, il nomme son secrétaire général de son parti au niveau de Maradi et directeur d'exploitation, alors qu'il n'a aucune compétence en la matière. Ensuite, il le propulse directeur des affaires administratives et financières du stade. Nous connaissons déjà les intentions. Nous savons ce que veut dire cette nomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à côté, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le précise tout de suite, parce que les faits sont liés. Il nomme un chef de service, un géographe s'il vous plaît, de formation au niveau de l'Académie des arts martiaux. Et ce monsieur, il a déjà commencé ce qu'il est devenu, c'est pourquoi on l'a amené. C'est-à-dire qu'il a détourné, disons même, il a empoché les recettes de l'Académie des arts martiaux. Ça, c'est vous qui l'affirmez. Nous l'affirmons, nous avons les preuves. Voilà. Nous avons les preuves et il a été même sanctionné. Et quand le DG lui a donné une demande d'explication, il a insulté son directeur général. Il a insulté parce qu'il a insulté son directeur général qui l'a suspendu. Alors, le ministre n'étant pas content de cette mesure, il prend un arrêté unilatéral parce qu'il y a une démarche à suivre. Il doit s'adresser d'abord au conseil d'administration. Il détache l'Académie des arts martiaux pour l'ériger en direction et la rattacher à son cabinet. Vous voyez comment voilà ce que les gens sont venus faire. Alors, tout ça, on va dire c'est votre collectif qui le dit. On a suivi également, il y a eu un autre syndicat, toujours du secteur, qui est sorti carrément pour prendre le contre-pied de tout ce que vous dites. C'est à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Quand même, c'est d'autres agents du ministère qui sortent pour dire que... Nous ne connaissons pas un autre syndicat. Ils ont voulu le faire et ça, nous savons à quelle fin les gens ont créé ces prétendus syndicats. Ils ont prétendu créer ces syndicats. Vous avez vu, lorsque nous avons observé notre mouvement de grève, ce qui s'est passé. Et nous entendons d'ailleurs le reconduire le 9 et le 10 prochain novembre. Parce que à cela vient s'ajouter une autre situation. On prend un instituteur
qui a fait spécial A pour le nommer directeur général de l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture. L'INGS, c'est comme en abrégé. Aujourd'hui, c'est une université qui forme des masters, qui est dans le réseau des instituts nationaux plutôt de la jeunesse et des sports, qui est aligné sur le système LMD. On prend un enseignant, quelle est la plus-value réellement? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'INGS, ce monsieur-là? Nous ne pensons pas qu'il soit à mesure de le faire. Et ça, en violation flagrante des statuts et règlements de l'INGS qui stipule que seuls les cadres du ministère des catégories A1 du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports peuvent être nommés directeurs. Alors, c'est une situation, on va dire, assez compliquée que vous dressez. Vous êtes allé même jusqu'à demander carrément la démission du ministre de la jeunesse et des sports. Comment vous entrevoyez finalement la sortie de cette crise, enfin si c'en est une? À l'allure où vont les choses, il n'y aura pas de sortie de crise. Parce que nous avons compris que le ministre actuel de la jeunesse n'est pas venu pour travailler. Il est venu faire ses affaires au ministère, voyez-vous. Et lorsque il y a des missions à l'international, comme c'est le cas de U17 à la CAN, l'équipe nationale cadette de football au Cameroun, ce sont ces militants qui vont au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et je vous assure, figurez-vous qu'il y a un de ces militants qui l'a mis à la place des syndicats, qu'il est allé au nom des syndicats, s'il vous plaît. Il est agent du ministère? Quel agent du ministère? Il n'est pas agent du ministère. Et récemment, U17 en Inde, pour la Coupe du Monde, aucun agent, même l'équipe médicale n'a pas été. Même l'équipe médicale, il a réduit et il a pris ces militants qui sont partis au titre du ministère, qui n'ont rien à voir avec le ministère. Donc pour vous, il n'y a pas de nous nous rendons compte qu'il n'est pas intéressé par le travail, il n'est pas intéressé pour sortir notre secteur des sentiers battus, mais plutôt il est venu pour s'asseoir, faire ses affaires et installer son club. Parce que nous avons l'impression que c'est un club qui est actuellement là et qui est aux commandes des ministères. Il fait ce qu'il veut sous les regards des plus hautes autorités de ces pays. Alors, est-ce que les grèves seulement vont amener la situation à changer? C'est un des moyens dont nous disposons. Et nous ferons le lobbying et les plaidoyers nécessaires pour que parce que nous avons carrément demandé à le remplacer, pas à démissionner, parce que nous savons qu'il n'a pas le courage politique pour démissionner, il ne peut pas le faire. À sa place, avec tout ce qu'il traîne, il aurait démissionné depuis. Donc, inutile même de lui demander de démissionner, parce que lui, il a ses objectifs qui sont propres à lui, autre que ceux qu'on se fixe au niveau du ministère. Voilà, et ce travail de lobbying participe justement de votre présence ici ce soir sur la télévision, le plateau de la télévision. Merci encore une fois, M. Moussa Adamou. Tout le plaisir a été pour Voilà, je rappelle donc que vous êtes le président du collectif des syndicats du secteur des travailleurs du secteur de la jeunesse, des sports, de l'éducation et de la culture, aussi membre du collectif de la société civile nigérienne. On va justement rester pour parler du ministre en charge de la jeunesse et des sports, Maman Kassou Mokhtar, dont le parti, le Congrès pour la République, le CPR, souffle aujourd'hui sur ces 5 bougies. À cette occasion, une déclaration a été rendue publique par le bureau politique national du parti. Elle nous est résumée ici par Ibrahim Abdou et Nasser Dantof. Voilà. 6 novembre 2014, 6 novembre 2017, 3 ans que le Congrès pour la République CPR Inganchi a vu le jour. C'est en cette occasion que les leaders du parti se sont retrouvés pour fêter ces 3 ans d'existence, mais aussi analyser les défis multiples et multiformes sur le plan sécuritaire, socio-politique et économique du pays. Le contexte économique actuel est très difficile et les défis sont très variés. Le gouvernement de la République préconise à travers le projet de loi de finances 2018 des solutions économiques rationnelles à tous ces défis sans qu'elles ne soient bien comprises par certains. C'est pourquoi le CPR Nganchi propose que des mécanismes de sensibilisation et communication soient menés sur des questions du genre pour renseigner à suffisance l'opinion nationale. La disposition des commissions générales de l'Assemblée nationale à entendre toute personne dont l'avis serait utile à leur conclusion participe de cette démarche. Le CPR Nganchi déplore et condamne avec la dernière énergie
les dégâts importants perpétrés sur les personnes physiques, les biens publics et privés lors de la marche du dimanche 29 octobre 2017 à Niamey. En 3 ans d'existence, le CPR Inganchi s'est imposé en se classant au 6e rang de l'échiquier politique national. Ce score est tout d'abord à mettre à votre actif, chers militantes et militants, mais également au dynamisme du président Kassouma Mokhtar. Ensemble, soyez-en remerciés. Le secrétariat exécutif national du CPR Inganchi remercie les leaders des partis membres, des partis politiques et les députés membres du groupe parlementaire Les Républicains, dont la confiance a permis à notre parti d'occuper la 5e vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le CPR Nganchi a soutenu le candidat Issoufou Mahamadou au second tour de la présidentielle de 2016 dans le cadre de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Un hommage mérité a été rendu aux partis politiques membres de la MRN pour leur soutien permanent au programme de la Renaissance Acte 2 du président Issoufou Mahamadou. Voilà, activité toujours des partis politiques avec la déclaration rendue publique hier après-midi par la coordination régionale du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern F. Alumana Africa. Une déclaration qui fait suite à la déclaration du ministre en charge de l'Intérieur au lendemain de la manifestation du 29 octobre dont on parlait justement il y a quelques instants. Résumé de cette déclaration avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Momoudi. Fustigeant l'attitude peu orthodoxe de leurs adversaires qui les taxent de semeurs de troubles, dont le dernier Alice demeure le débordement occasionné au cours de la manifestation citoyenne organisée par la société civile le 29 octobre dernier. Pour la coordination Lumana région de Niamey, cela ne leur surprend guère du moment où le parti au pouvoir les considère comme étant leur bête noire. Étant de plus en plus convaincu qu'il n'est pas le candidat préféré du gourou principal, M. Bazoum Mohamed se cache derrière sa double casquette de président Kamamine du Pendes Tareya et de ministre de l'Intérieur pour ourdir des complots en tout genre dans le seul et unique dessein de provoquer la déstabilisation de son propre régime, seul à même d'obliger ses camarades à le soutenir. C'est pourquoi il cherche désespérément un conflit ouvert avec Lumana, en l'accusant tantôt de complicité avec les fondamentalistes radicaux, tantôt de manipulation d'étudiants, des enseignants, de la société civile, pour finir sans doute par l'accuser bientôt d'être à l'origine des troubles en Catalogne. Comme tout le monde le sait, désormais, le régime de Issoufou Mahamadou a lamentablement échoué. Soumana Sanda a tenu à mettre en garde tout celui qui oserait s'attaquer au parti et aux valeurs démocratiques. Nous n'avons droit ni au silence, ni à la passivité, encore moins à la peur. Tous les Nigériens épris de progrès doivent s'engager dans le combat ultime pour le retour de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. C'est pourquoi la coordination régionale de Niamey du Modern F. Alumana Africa 1. se battra pour la défense du parti, de ses idéaux et pour l'accession à la magistrature suprême de son président, son Excellence, M. Hamamadou, seul et unique candidat du Modern F. Alumana Africa. 2. Se battra pour l'égalité entre les citoyens. 3. Se battra pour la restauration et la défense de la démocratie au Niger. 4. Se battra pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. La gravité de la situation commande l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour sauver ce qui reste de notre cher pays. Car trop, c'est trop. Comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Dans une lutte de libération, les moyens d'action dépendent de ceux de l'oppresseur. » Fin de citation. Choisissez donc vos moyens, mesdames et messieurs du Pendes Tareya. Nous sommes prêts au Modern F. Alumana Africa à faire de même
et à visage découvert, et non en nous cachant derrière une quelconque structure, car comme vous le savez très bien, nous n'avons pas peur de vous. Même si le contraire est évident, sans l'utilisation abusive de la force publique républicaine dans le combat politique qui nous oppose. Toujours au cours de cette même déclaration, la coordination régionale a tenu à décrire le projet de loi de finances 2018 et la nomination du président de la Haute Cour de justice au gouvernement avant la démission de ce dernier. À présent, de la carrière au niveau du quartier Koubia, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Dans cette carrière, depuis quelque temps, des citernes vont déverser des eaux usées. Et bien ce matin, les populations riveraines de cette carrière ont décidé de bloquer l'accès de cette voie aux différents citernes qui y vont pour déverser les eaux usées. Constat avec nos reporters Nasser Sedou et Ismaël Moumouni. Nous avons suivi toutes les voies. La seule voie que nous n'avons pas suivie et que nous sommes en train de chercher à contenir nos gens, c'est l'autodéfense. Parce que les jeunes du quartier en avaient suffisamment mal et ils étaient prêts à monter une brigade pour nous protéger. En tant que parents, en tant que responsables, nous sommes en train de tout faire pour pouvoir les contenir. Mais nous ne pouvons pas continuer à les contenir étant dans la situation que vous venez de voir. Le silence des autorités de la ville de Niamey de mettre fin à leur calvaire a amené ces riverains de la carrière du quartier Koubia à se mobiliser en bloquant avec du latérite l'accès des voies aux citernes qui déversent des tonnes d'eau de bout de vidange. On a payé de latérite et on est en train de mettre sur toute la voie pour barricader, pour assainir le milieu. Parce que c'est invivable. À partir de 18h jusqu'au matin à 8h, on ne pouvait pas respirer même dans vos chambres. Voilà donc pourquoi tout le quartier s'est réuni, comme vous le constatez. C'est vraiment un problème vital pour le quartier et pour lequel nous avons attiré l'attention de qui de droit. Malheureusement, nous n'avons pas pu être entendus. Mais bon, les gens, passivement, on est en train de mettre nos propres moyens pour nous protéger. Après cette opération, les riverains comptent veiller à ce que cette carrière ne soit plus un dépotoir d'eau usée. Après ce travail que nous avons eu à faire, nous comptons quand même amener nos gens pour pouvoir sensibiliser, pour dire aux gens vraiment de changer de lieu, d'aller dépoter quelque part et qui ne va pas gêner les riverains que nous sommes. Donc pour ça, on va faire juste une équipe de sensibilisation pour sensibiliser les uns et les autres qui veulent tenter de venir déverser chez eux. Ces eaux usées qui constituent non seulement un véritable problème de santé pour ces riverains, mais aussi menacent leur habitation. Voilà, et pour refermer cette édition, je vous propose de suivre le résumé d'un prêche organisé ce matin par une des associations islamiques de la place. Il y avait pour la télévision Labari, Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Inculquer davantage la culture islamique aux frères et sœurs afin de bannir toute idée stéréotypée que certains occidentaux veulent coûte que coûte associer le terrorisme à la religion islamique. C'est l'objectif visé à travers ce prêche. L'objectif de ce prêche est de contribuer à la sensibilisation sur la paix, la tranquillité et la solidarité, surtout l'unité entre les frères. Parce que l'islam est la religion qui fait la promotion de la paix dans le monde aujourd'hui. Mais comme les mécréants aujourd'hui, ils ont les médias, ils ont tout aujourd'hui, ils ont montré à la Oumma, au monde, aux 5 continents du monde que c'est les musulmans qui sont violents, c'est l'islam qui est une religion, je ne sais pas. Alors que c'est nous, aujourd'hui, nous on veut la paix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ils sont toujours contre la paix, mais c'est les musulmans qui aiment la paix. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. L'organisateur demande aux participants d'être attentifs contre différentes thématiques qui vont être développées par les ulémas.
Ce que nous voulons qu'ils comprennent à la fin, c'est de connaître que Allah est l'unique Dieu et Mohammed est son messager. Et notre religion est la religion Inna Dina Indallah l'Islam, la religion qui sera acceptée le jour du jugement dernier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est fini. De ne pas être violent, de donner un exemple, de ne pas être violent vers les autres, de s'aimer entre eux, s'aider, s'unir, se rencontrer, c'est-à-dire lutter pour la cause d'Allah. Et c'est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. L'islam, une religion monothéiste qui prône la paix. En 2015, le nombre de musulmans dans le monde est estimé à 1,9 milliard, soit 24,1% de la population mondiale. Ce qui fait de l'islam la deuxième religion du monde, après le christianisme et devant l'hindouisme. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.